Chers amis des enseignants, bonjour ou bonsoir selon l'heure que vous nous recevez chez vous. Merci pour ceux qui continuent encore à se confier à nous. Merci pour ceux qui continuent à partager ces émissions. Merci pour ceux qui parlent encore de l'aide des enseignants. Là, je salue mon ami et frère Didier Bayunga qui venait de passer des moments difficiles suite à la mort de son père. Et nous ne cesserons pas de lui présenter nos condoléances le plus attristées. Nous allons continuer, nous saluons encore notre ami Kenzo Mukendi, le prophète de l'UDPS à Londres. Nous le saluons parce que ces messieurs parlent des choses en amont et qui se réalisent après. Nous saluons tous nos amis de l'aide des enseignants. Nous saluons tous les natifs de Mpenzwa. Nous saluons tous les natifs de Bolombi Mpenzwa. Nous saluons tous les natifs de Kiri, du Nongo et tous les natifs de la République démocratique du Congo, c'est-à-dire ceux qui sont appelés Congolais de père et de mère. Nous vous saluons, chers amis qui nous suivez ici à Dallas, et nous voulons vous dire que les élections du comité de la communauté congolaise de Dallas auront lieu le 7 décembre 2024. Mais quant à ça, il faut s'enregistrer. Il y a un lien qui circule. Juste s'enregistrer, mettez votre nom, votre identité et enregistrez votre carte comme membre de la communauté congolaise de Dallas et que le 7 décembre à 16 h, nous serons à Irving pour voter le président de la communauté congolaise de Dallas. Chers amis de l'aide des enseignants, nous vous saluons encore de partout et nous vous disons merci pour tout. Aujourd'hui, nous sommes là devant vos petits écrans pour parler de la justice en République démocratique du Congo. Qu'est-ce que nous allons dire? Nous allons faire l'analyse de l'état de lieu et de perspective quant à notre justice. Vous êtes tous bienvenus dans votre émission. Nous allons aborder un sujet crucial pour la République démocratique du Congo, les états généraux de la justice qui ont été annoncés il y a 2 jours. Nous examinerons l'historique de cette initiative, les causes qui ont conduit à sa mise en place, le méfait du système judiciaire actuel, l'état actuel de la justice en RD Congo, ainsi que les perspectives d'avenir et les recommandations pour améliorer la situation. Historique des États généraux de la justice. Les États généraux de la justice en République démocratique du Congo ont été convoqués pour la première fois en 2006. Puis, en 2015, dans un contexte post-conflit où la nécessité de réformer le système judiciaire était devenue pressante, cette initiative a été mise en place pour diagnostiquer les dysfonctionnements du système judiciaire, identifier les enjeux majeurs et proposer des solutions concrètes. Au fil des ans, plusieurs sessions ont été organisées, mais les résultats escomptés n'ont pas toujours été au rendez-vous. Quelles sont les causes des dysfonctionnements? Les causes des dysfonctionnements dans le système judiciaire congolais sont multiples. Et nous allons suivre, avant d'arriver à énumérer toutes ces causes, nous allons partir à Kinshasa pour écouter d'abord le bâtonnier général qui sera suivi par le président du Conseil supérieur de magistrature et aussi le ministre pour terminer avec le président de la République. Mais sans plus tarder, au fur et à mesure que nous allons passer
les déclarations des uns et des autres, nous allons intervenir pour expliquer certaines choses, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps, vu le caractère académique et événementiel de la cérémonie. Nous allons y revenir et nous commençons d'abord par le bâtonnier qui va nous parler de l'état général. Les barreaux et l'Ordre national des avocats peuvent y apporter leur part de thérapie pour une prompte guérison, ou, à tout le moins, faire entendre leur voix sur toutes les questions d'intérêt commun de la justice et surtout sur leurs préoccupations quant à l'avenir de la profession d'avocat dans un cadre légal qui leur garantit plus de droits qu'avant. Les attentes des justiciables sont donc énormes et nous devons en être conscients, de sorte que le souhait le plus ardent est celui de voir les recommandations prioritaires qui seront formulées être effectivement appliquées. Car rien n'essaie de proposer des recommandations qui resteront lettres mortes. Le travail qui sera accompli risque d'être vain et n'avoir d'intérêt que pour l'histoire, comme cela l'a été dans un passé assez récent, allant ainsi de chantier en chantier des réformes législatives de fond, mais sans succès dans leur exécution. La justice, celle qui est au cœur des débats, est depuis Aristote à saint Thomas d'Aquin considérée comme la volonté constante et continuelle de donner à chacun son droit. Ce sens fondamental de la justice devra préoccuper les participants à ces assises, car lorsqu'il est dit dans le livre de Proverbes que la justice élève une nation, et sans aucune prétention de faire l'exégèse biblique, n'étant pas un théologien compétent à la matière, je pense que cette sagesse vise à enseigner notamment la conduite juste, le comportement de celui qui est juste, même si la notion du juste demeure néanmoins polysémique, selon Sébastien Reynaud. Aussi, la justesse de la justice n'aura d'ancrage dans l'esprit des acteurs de la justice de notre pays que si ces derniers élèvent eux-mêmes la justice, qui garantit les droits et les devoirs de chacun. Car, comme dit précédemment, même si par l'histoire de temps, la justice élève une nation, et c'est par ses acteurs qu'elle passe. Et parmi ces acteurs, il y a principalement les magistrats et les avocats, dans leurs missions respectives, qui ne sont pas antinomiques au service de la nation. C'est ici l'occasion d'affirmer, avec Jean-Claude Marin, ancien procureur général après la Cour de cassation française, que si la justice est malade, elle est aussi vivante, attentive, imaginative, portée par des femmes et des hommes, et que toute réforme n'est pas à écarter. Mais cela ne saurait être la seule réponse au mal de la justice. Il faut donc faire preuve d'une volonté ferme et d'une détermination tous azimuts d'asseoir une justice saine et solide par des actes concrets. Puissent donc ces états généraux de la justice atteindre leurs objectifs à la grande satisfaction de la nation, afin de clarifier les vrais rôles de l'institution judiciaire dans notre pays et de redorer son blason terni. Ainsi, il nous revient en tant qu'acteurs de la justice et premiers concernés de relever les défis auxquels est confrontée notre justice, comme d'ailleurs dans beaucoup d'autres pays du monde, dont la mission même du juge est mise en cause par nos concitoyens, dans un contexte de défiance presque généralisée, sans oublier de rappeler avec insistance à l'État congolais son devoir d'une réorganisation à la fois économique, sociale, voire structurelle ou organique de la magistrature, afin de mieux bâtir la justice de demain dans ce grand et beau pays aux dimensions presque continentales. J'ai dit et je vous remercie. Voilà.
Merci, monsieur le bâtonnier général. Mes chers amis, vous venez d'écouter, ça c'est le bâtonnier général. La situation de la République démocratique du Congo, la situation de la justice. Nul n'ignore que notre justice est malade. Nul n'ignore que nous avons une justice à double vitesse. Une justice pour les évolués, une justice pour les non-évolués. C'est comme si nous étions encore à l'époque coloniale, où Patrice Emery Lumumba disait « Il nous était interdit d'accéder en ville. Il y a des quartiers où les Noirs ne pouvaient pas passer, les Noirs ne pouvaient pas entrer à la Gombe. » C'est ce que nous vivons aujourd'hui avec notre justice. Il y a la justice pour les gens qui ont des moyens et il y a la justice pour ceux qui n'ont pas de moyens. Une justice pour les ministres, pour les directeurs, pour tous ceux-là qui ont des moyens, qui sont élevés. Et une autre justice pour les enseignants, pour les mamans maraîchères, pour les jeunes gens, les désœuvrés. La justice à double vitesse. Le même problème causé par des personnes différentes ont des jugements différents. Quand on attrape un politique qui a de l'argent avec une arme à feu, la façon qu'on va traiter son dossier sera différente de quand on attrape un désœuvré qui a une arme à feu, qui sera condamné d'office à mort. Par contre, pour les politiques, ou vous voulez bien, les politiciens, il aura, non, ce n'est pas lui, il n'avait pas l'intention, entouré de 1000 avocats. Par contre, le désœuvré, même les avocats qu'on appelait autrefois le prodéo, que la justice devrait donner à ceux qui n'ont pas de moyens, sont devenus une formalité. C'est voilà pourquoi le Congolais ne croit plus à cette justice, où il y a des extorsions, où les hommes forts, vous voyez les généraux, vous avez des colonels, vous avez tous ceux qui travaillent à la présidence, tous ceux qui travaillent au ministère, ce sont des gens qui contrôlent, qui décident en lieu et place de ministres, en lieu et place de juristes, en lieu et place de magistrats et des avocats. La justice à double vitesse. Les états généraux, oui, ça sera des discours, des beaux discours, bien préparés dans des cabinets pour épater. Mais la réalité, nous vivons maintenant, ça c'est, comme on a dit là, ce n'est pas la première fois. Vous allez suivre le président de la haute cour. Il va parler. Mais les colloques, on en a combien? Le Parlement, depuis Mobutu, en passant par Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, jusqu'à aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, combien de députés avons-nous? Pourquoi cette situation n'a jamais été examinée avec beaucoup de sérieux? C'est tout simplement parce que les grands corrupteurs, ceux qui sabotent les actions judiciaires, ce sont ceux qui font des lois. Comment voulez-vous qu'un voleur puisse vous faire une loi? Il le fera pour sa protection. Voilà la grande situation que nous avons. On va faire des colloques, on va faire des états généraux. Combien des états généraux on a connus depuis que le président Félix est au pouvoir? De ces états généraux, lequel de ces états généraux a donné des fruits escomptés? États généraux de la presse, états généraux de l'armée, états généraux, des séminaires à travers le monde, des séminaires à tout moment. Ça donne quoi? Est-ce que ce sont les états généraux qui vont résoudre ces problèmes? Ou ces états généraux sont organisés pour qu'ils puissent
c'est donner de l'argent pour qu'ils puissent se donner de l'importance vis-à-vis de la communauté. Est-ce que c'est ça la solution? Allons-nous vivre encore la solution? Ça ne sera pas encore pris et toutes ces résolutions seront amenées ou gardées dans des tiroirs. Et c'est ce qu'il nous faut, les États généraux, pour élever une justice. Et c'est ce qu'il nous faut, parce que c'est à tous les niveaux l'injustice. À tous les niveaux, la justice à double vitesse. Nous allons parler des causes qui amènent la justice. Que la justice soit malade. Est-ce que ce sont ces causes-là qui sont vraiment à la base? Je vous laisse suivre maintenant le président du Conseil supérieur de la magistrature et on se retrouve pour continuer. De la mise en œuvre des solutions préconisées par leur traduction dans des lois et règlements qui répondraient à la soif de tous les Congolais pour une justice juste, indépendante, impartiale et protectrice de tous les citoyens et de tous ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie. Nous voilà encore 9 ans après appelés à réfléchir sur une thérapie à administrer à la justice pour sa guérison. Il y a au moins un point sur lequel tous les participants devraient être d'accord. C'est l'importance de la justice. Elle sert à préserver la vie en société. Nous voulons tous une justice impartiale et accessible à tous, qui inspire confiance et qui assure l'équilibre dans la société. Et pour ce combat, le bureau du Conseil supérieur de la magistrature est et restera sans compromission. Je promets de me rassurer de la disponibilité des magistrats et de tous les personnels du secteur de la justice, désignés pour ces assises, pour un diagnostic sans complaisance des mots qui rongent les milieux de la justice, afin de formuler des recommandations qui cadrent avec les vraies réalités du secteur et qui tiennent compte des attentes de la population. Je voudrais, avant de terminer mon propos, souligner que les travaux de ces assises ne pourront se faire avec succès que si les participants commencent par faire une vraie évaluation des recommandations des assises de 2015 et de leur niveau de mise en œuvre. J'émets le vœu que les travaux se déroulent en toute franchise, avec toute la courtoisie nécessaire pour poser un véritable diagnostic afin de proposer des solutions concrètes, objectives et idoines, mettant sous bassement la considération de la dignité humaine. Je souhaite plein succès aux travaux des États généraux de la justice en République démocratique du Congo et je crois fermement que la grâce de Dieu les éclairera. Je vous remercie. La justice. Vice-président de la République. Voilà. La justice à double vitesse, comme je le disais. Le président du Conseil supérieur de la magistrature parle de l'impartialité. La justice n'est pas rendue. N'est pas rendue dans mon pays. La justice est dictée. Prenez par exemple, pour prendre quelques exemples palpants, prenons les contentieux électoraux. Celui qui venait de parler, c'est le président du Conseil de la Cour constitutionnelle. Celui qui a eu à décider sur les contentieux électoraux. Mes chers amis, nous avions vécu les élections en 2020 entre Donald Trump et qui encore? Et Joe Biden. Ces élections ont été émaillées de beaucoup de problèmes. Il y a eu des contentieux. Mais même aussi au niveau des États-Unis, on devrait prendre le temps pour arriver à voir où qui avait raison, des dossiers qui étaient sortis, qui avaient triché, les bulletins de vote récomptés. Mais chez nous, une fois déclaré
une fois qu'on publie les résultats. Mais écoutez, le victorieux, c'est celui qui a gagné, même s'il a triché. Même si vous amenez des documents, des preuves, on vous dit d'abord, écoutez, ces élections, vous avez 8 jours pour réunir tous ces papiers, toutes les preuves. Imaginez un pays enclavé où il n'y a pas de route, où il n'y a pas d'avion, et il y a des coins où pour avoir l'avion, il faut faire la réservation pendant 2 semaines. Mais on vous dit que vous avez 8 jours pour réunir toutes vos preuves et venir déposer. Et si vous venez avec les preuves après leur délai, ça suppose que vous aviez échoué et vous ratez votre droit parce que vous n'êtes pas arrivé. C'est dans quel pays ça? Il a parlé de la impartialité. Oui, impartialité, oui. Ça, c'est parler concrètement qu'est-ce que nous faisons. Il y a des députés qui sont là. Parce qu'ils ont donné, ils se sont vus, ils sont connus avec l'autre cour. Il y a des députés qui sont là parce qu'ils ont leur famille, ils ont leurs frères au niveau de la CENI, mais qui n'ont pas mérité. Il y a ceux qui gardent encore des preuves, mais qui ne peuvent pas réclamer. Je me souviens une fois, dans le territoire de Kiri, à l'époque, M. Dominique Oueloli avait gagné les élections. Dominique Oueloli gagna les élections parce qu'il n'était pas du PPRD. Ces voix ont été données à celui qui était élu qui était nommé comme député. Mais qu'est-ce qui s'est passé? À la fin du compte, ceux qui étaient au bureau des élections ont dû faire des aveux, ont dû montrer des documents que c'était Oueloli qui avait été élu. Mais de l'autre côté, on a mis tout à côté et c'est l'autre candidat qui est passé comme candidat élu et il a eu à gérer pendant 5 ans. Le délai même qu'on nous donne pour déposer les documents, le délai même qu'on nous donne pour réclamer, c'est de l'injustice pure et simple. Il parle de la corruption, il parle de l'impartialité, oui, mais Dieu nous a donné la capacité. Tout le monde parle de la Bible. La Bible n'agit pas, c'est l'homme qui doit agir. La Bible est là juste pour nous conduire, pour nous aider à bien marcher. Nous devons appliquer la Bible dans nos actions. Chers amis de l'aide des enseignants, quelles sont les causes, avant que l'on puisse aller voir le ministre? Il y a la corruption, comme je venais de dire. La corruption est endémique et à tous les niveaux du système judiciaire. Ce qui mine la confiance du public et empêche une véritable justice d'être rendue. Vous aviez vu quand Moutanda est arrivé, il dit qu'il faut que tout ce qu'on paye comme argent au niveau de la justice soit canalisé, qu'il y ait un document. Les magistrats se sont levés. Aujourd'hui, tous ces magistrats sont là dans ces états généraux. Ils ont commencé à les attaquer. Il y a eu même des poisons qui ont circulé dans son bureau. Mais ce sont les gens-là qui étaient contre Moutanda. Ce sont les mêmes gens-là qui sont pleins dans les états généraux aujourd'hui. La corruption. Vous avez un dossier, vous arrivez, les magistrats disent, qui a le dossier? Ah, les dossiers chez le confrère Jules. Ah, vous savez, confrère Jules, il est compliqué. Est-ce que tu as quelque chose? Tu n'as même pas encore examiné même les dossiers. Il n'a même pas encore vu celui qui a le dossier. Lui, là, c'est lui que tu as vu. Non, confrère, lui, il aime beaucoup l'argent. Il faut lui... Est-ce que tu as quelque chose comme ça? Je peux, avec mon intervention, il peut vous aider. Est-ce que l'aide n'est plus gratuite, pardon?
Et quand vous arrivez, on fait le document, par exemple, pour aller déposer la convocation. Un agent de l'État qui est payé par l'État. Et lorsque l'État ne paye pas, nous sommes impayés. Mais pour aller exécuter, déposer une convocation, Lukela huissier quelque chose. Cherche quelque chose pour l'huissier. Tout ça, c'est la corruption. Et c'est ainsi qu'il y a eu même des fois des documents qui fuitaient même avant même qu'on puisse publier ça. C'est-à-dire la corruption a atteint un niveau endémique dans notre ADN. Aussi, le travail même, la manière à laquelle même les conditions de travail, les infrastructures. Je parle d'Inongo. Vous arrivez à Inongo, le parquet général d'Inongo n'existe que de nous. À Inongo, on est entré, le parquet général, je parle bien, parquet général à Inongo, c'est sous l'arbre. La maison qui était là, et la maison est tombée, et avec Madame Rita Bola a essayé de faire. Mais aujourd'hui, pour assister à une audience à Inongo, il faut s'amener avec sa propre chaise à partir de la maison. Si vous allez assister à une audience à Inongo. Les infrastructures judiciaires sont insuffisantes, non seulement qu'insuffisantes, les infrastructures judiciaires sont souvent insuffisantes avec un manque criant de personnel qualifié et des ressources matérielles nécessaires au bon fonctionnement des tribunaux. Imaginez, si la maison, il n'y a même pas un bâtiment, croyez-vous que le parquet d'Inongo a même une imprimante? Et il peut avoir l'imprimante, croyez-vous que le parquet d'Inongo a même un groupe électrogène? On ne parle même pas de l'électricité, parce que là, ce sont des groupes électrogènes qu'on utilise. A même un groupe électrogène. Et s'il faut qu'il y ait un jugement, qu'est-ce qu'on va faire? Ce sont les paisibles citoyens qui doivent acheter le carburant pour qu'ils puissent organiser dans les cas où la séance ou le procès durait. Et ils ne peuvent même pas avoir des procès dans des salles parce qu'il fait noir. Des infrastructures. Nous avons encore quoi? Instabilité politique. La conjoncture politique instable du pays a souvent conduit à des interruptions dans les procédures judiciaires, à un manque de volonté pour mettre en œuvre les réformes nécessaires. Les politiques. Les politiciens, quand ils sont là, ils disent quoi? Il y a des procès qu'on juge par téléphone. Ce n'est pas les magistrats. Les magistrats ont un dossier, mais les magistrats ont peur même de se prononcer. On lui envoie les avocats, et les avocats qui viennent même menacer le magistrat. Et parfois, quand vous allez dans des procès, vous écoutez, monsieur le juge, attention, un avocat qui est en train de sommer le juge. Nous irons à la cassation. Nous irons à la cassation où on juge le jugement. Et vous serez arrêté. Mais écoutez, le juge a même peur de se prononcer. Et pour ne pas dire la loi, il va dire, OK, on se revoit. Le procès est reporté pour le mois, 3 semaines, 1 mois. Et pendant ce temps, il n'a plus de moyens. Il vient dire le droit en faveur du bourreau, en faveur de celui qui a estorqué, en faveur de celui qui a fait la profanation et consort. Mais mes chers amis, nous devons travailler. Nous devons travailler. Nous devons travailler. L'inaccessibilité de la justice. Par inaccessibilité, c'est-à-dire quoi? Ta maison a été ravie. Tes hectares ou tes jardins, tes plantations ont été spoliés. Tu ne peux même pas arriver, comme je vous disais, à déposer la plainte. Vous voulez d'ailleurs, il n'y a pas un lieu où il faut déposer la plainte. Et s'il faut déposer cette plainte-là, tu n'as rien.
Tu n'as même pas de moyens. Comment tu n'auras pas accès? Parce que tu as la difficulté de déposer la plainte, tu as la difficulté d'avoir un avocat, tu as la difficulté même de se déplacer. Et un problème qui s'est fait, par exemple, on vient de tuer ton enfant à Inongo ou en Penzoa, on va chercher à te malter. Et celui qui t'a tué l'enfant, s'il a l'argent, tu ne peux même pas te déplacer. Il va te menacer. Et tu n'as pas l'argent pour aller même déposer les dossiers. Qu'est-ce que vous allez faire? Tu vas te replier à toi-même et tu vas chercher quoi? Ce n'est ça que par la prière. Est-ce que la prière va te régler le problème? C'est ça aussi un problème. On n'a pas l'accès à la justice. Il n'y a pas des endroits définis où ceux qui n'ont pas de moyens peuvent déposer leur dossier. Et dans la justice, ça fait des choses telles que, non, ça doit faire 8 jours. Et si après 8 jours, vous ne déposez pas ça, et le dossier est classé, ils classent le dossier sans fait, sans cause. Nous allons continuer, mais en attendant, je vous laisse suivre le ministre de la Justice et on se revoit. Je disais, Excellence, Monsieur le Président de la République, et c'est une première dans notre histoire politique de voir un chef de l'État autant aimer le Congo, porter autant les aspirations des Congolaises et Congolais, travailler pour la préservation de l'intégrité du territoire national, en ouvrant un front politique, diplomatique, judiciaire clair contre l'agression rwandaise pilotée par ce criminel économique et criminel de guerre, M. Paul Kagame. Excellence, Monsieur le Président de la République, je puis vous rassurer que vous n'êtes plus seul sur le front judiciaire. Je suis là à vos côtés et je ne ménagerai aucun effort pour que la République démocratique du Congo, au travers de votre... Arrêtons-nous un peu là. Oui, le ministre a parlé du président qui affronte Paul Kagame. Je vais vous dire une chose qui me fait mal. Cette guerre, il y a des gens qui prennent ça comme cheval de bataille. Mais il y a des gens qui prennent ça pour s'enrichir. Ça fait aussi partie de l'injustice. Et vous allez voir avec moi que même la télévision nationale ne parle de cette guerre que si le président de la République a mentionné ça quelque part dans un discours. Et comme le ministre venait de mentionner ça dans son discours. Mais nous ne prenons pas, nous ne parlons pas de cette guerre. Cette guerre n'est pas seulement la guerre armée, il y a aussi la guerre médiatique. La guerre médiatique. Excusez-moi. Il y a la guerre médiatique. Les ministres ne parlent pas de la guerre de cette guerre. Hier, vous aviez vu Vital Kamerhe qui mettait en garde le gouverneur militaire qui avait reçu le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, à Goma. Mais les députés qui sont là, depuis qu'ils sont là, combien d'émotions ils ont parlé pour la guerre? Et les quelques députés de l'Est qui sont montés au créneau. Mais les créneaux ils étaient montés. Où en sommes-nous? Qu'est-ce qu'il y a eu comme effet? Et après, ils se sont tués. C'est comme si nous étions
responsables. C'est comme si nous disons que nous acceptons tout ce qui se passe à l'Est et que l'Est peut partir et que personne ne peut rien faire. Il y a des moments où on se réveille pour parler de la guerre et après, silence sur radio. Et il fallait attendre quand il y a des villes qui sont prises. C'est à ce moment-là qu'ils viennent. Les forces armées, quoi? Ça fait aussi partie de la motivation. Ça fait aussi partie du volonté du bien faire, de protéger son pays. Aujourd'hui, c'est comme si Bounagana ne fera plus partie de la RD Congo. C'est comme si les Rutshuru ne feront plus partie et personne ne parle. Jamais les députés se lèvent. Vous aviez vu comment les députés se déplacent à tour de rôle pour parler de ce qui est l'argent. Mais ils ne parlent pas de la guerre. Si ces députés-là avaient le souci, ils allaient même convoquer le ministre de la Défense. Je vous ai dit une fois que le ministre des Affaires étrangères, quand ils étaient partis au Rwanda, à Luanda, et elle était vraiment très paisible, elle était vraiment très contente quand il parlait avec le ministre rwandais des Affaires étrangères. Et j'ai dit, mais ce n'est pas possible qu'un ministre de la République démocratique du Congo qui cause avec des dents, 1000 dents dehors, avec un ennemi. Et hier, là, ils sont allés le recevoir avec des honneurs. Et le Parlement dit, on met en garde. Mais écoutez, vous mettez en garde. Qu'est-ce que vous faites pour cette guerre? Cette dame se déplace à tout moment sans qu'elle soit accompagnée des députés. Mais vous préférez aller dans des colloques, vous préférez aller dans des assemblées parce que c'est de l'argent qui sort. Mais pour quand il se faut parler de la République pour la guerre, personne ne parle. Ça, c'était juste un point et nous y reviendrons peut-être dans nos émissions prochaines pour parler de la latente, pour parler de ce que le pays, que les Congolais qui nous dirigent ne prennent pas au sérieux cette affaire de l'Est. On continue avec le ministre et on se retrouve après pour parler. L'autorité puisse gagner cette bataille injuste, cette guerre injuste et illégale qui nous a été imposée injustement à cause de nos ressources naturelles. Excellence, Monsieur le Président de la République, après cette phase d'hommage, permettez-moi de rappeler également votre dévouement pour l'instauration de l'état de droit, véritable état de droit, et rien de plus. Et sa décision ne peut pas être exécutée par lui-même. Il faut donc un huissier de justice pour exécuter sa décision. C'est pourquoi un magistrat debout ne peut pas lui-même exécuter son propre mandat. Il faut donc un APJ, il faut donc un IPJ pour exécuter son propre mandat. C'est pourquoi il faut des greffiers pour pouvoir apposer des formules exécutoires sur des décisions de justice et poser d'autres actes extrajudiciaires. Excellence, Monsieur le Président de la République, c'est toutes ces composantes qui constituent ce qu'on appelle justice. Parce qu'en réalité, sans une composante, le système est défaillant. Si aujourd'hui les avocats décident de ne plus prester, la justice sera handicapée. Si les greffiers font la même chose, la justice sera handicapée. Si les magistrats grèvent, ça va être la même chose. Donc la justice est un corps, c'est comme un corps humain, où chaque membrane joue un rôle essentiel. C'est pourquoi la conviction qui est la mienne, Excellence, Monsieur le Président de la République, est que c'est tout ça qui forme en réalité le pouvoir judiciaire. Mais comment créer l'équilibre? Mais comment alors créer l'équilibre et veiller qu'une composante puisse empiéter sur les fonctions d'une autre composante? C'est ça le rôle du ministre de la Justice. Il faut un arbitre.
Il faut un arbitre qui régule. Il faut un arbitre qui voit comment le juge ne peut pas empiéter sur les prérogatives et fonctions des huissiers, comment les greffiers ne doivent pas empiéter sur les prérogatives des huissiers, ainsi de suite. C'est ça le rôle du ministre de la Justice, Excellence Monsieur le Président de la République. Et donc, le ministre de la Justice ne devrait pas être perçu comme un simple membre du gouvernement de l'exécutif. Il est un pendant entre le pouvoir exécutif et les pouvoirs judiciaires. Excellence Monsieur le Président de la République, ceci veut dire donc que le ministre de la Justice veille à la bonne application des lois et textes réglementaires au niveau de la République. Le ministre de la Justice veille sur les exécutions des décisions des justices. Le ministre de la Justice veille sur la protection et préservation des droits et devoirs des citoyens. Il se rassure, Excellence Monsieur le Président de la République. Je disais donc que le ministre de la Justice veille à la sauvegarde, à la préservation des droits et libertés fondamentaux des citoyens. C'est donc le protecteur des faibles. C'est donc le protecteur des démunis. Et ceux qui pensent que la justice est réservée à une certaine classe, à une certaine catégorie. C'est cela aussi le rôle du ministre de la Justice. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, qu'en est-il de la justice en RDC? Le constat, vous l'avez plus d'une fois fait, mais nous l'avons également fait après notre nomination par votre auguste autorité. 7 Congolais sur 10 sont insatisfaits de la manière dont notre justice est distribuée et administrée. Congolais et Congolais sur 10 ne se retrouvent pas dans la justice telle que distribuée et administrée aujourd'hui en République démocratique du Congo. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Voilà. Comme nous le disions, nous allons revenir avec le ministre. Comme nous le disions, la justice en République démocratique du Congo, c'est une justice à double vitesse. C'est-à-dire quoi? Il y a une justice pour les évoluer. Il y a une justice pour les démunis. Qui sont les évolués? La présidence, les ministères, les banquiers, les directeurs, les secrétaires généraux, les chefs d'état-major, des généraux, des colonels, des capitaines, quelques capitaines, parce qu'ils subissent aussi, on les classe aussi dans la catégorie des démunis. Cette justice n'est pas rendue, n'est pas correcte, c'est de l'injustice. Nous vivons une situation comme si nous étions encore à l'époque coloniale, où les Blancs avaient toujours raison et que les Noirs avaient toujours faute. Aujourd'hui, manquer l'argent, c'est échouer, c'est perdre le procès. Avoir l'argent, c'est gagner le procès, même si l'on est fautif. Une justice à double vitesse. Le MAP, on mappe facilement.
Les arrestations provisoires, on arrête facilement ceux qui n'ont pas d'argent. Et on arrête avec modération. C'est-à-dire, il fait un problème aujourd'hui, on va attendre, les avocats vont intervenir, et si ça fait la tollée, comme il y a maintenant les réseaux sociaux, à ce moment, on va arrêter le bourreau. Et si on arrête ce bourreau, le nombre de jours sont limités en prison. Le nombre de jours sont limités et il va se retrouver quelques jours après. Il est malade, il doit aller se faire traiter à l'étranger, il doit bénéficier de libertés provisoires. Dès lors que le domini et dès qu'après l'arrêt provisoire, il reste là. Et là, il va rester 1 année, 2 ans, 3 ans sans procès. Qui va aller le prendre là-bas? Qui saura qu'il y a un domini? Qui saura qu'il y a une nécessité? Qui saura qu'il y a un désœuvré qui a été mis en arrestation provisoire? Les arrestations provisoires, pour ceux qui n'ont pas de moyens, deviennent des arrestations définitives. Mais ceux qui ont des moyens, des arrestations provisoires, c'est le début juste du processus et quelques jours après, il va avoir la maladie et après, on va le faire sortir, il va aller à l'étranger et quand il va à l'étranger, il n'y aura pas de procès. Il va rentrer et il deviendra même, il y aura même qui sont devenus des députés, des sénateurs, tout en étant inculpés, tout en étant prisonniers, mais qui ont bénéficié de liberté provisoire. La justice à double vitesse. Croyez-vous qu'avec tout ce qui se dit là, dans des bureaux, dans des colloques ou dans des états généraux, nous arriverons à faire de notre justice une justice impartiale? Le ministre qui vient d'entrer, il était dans l'opposition. C'est ainsi que j'ai toujours dit aux opposants, quand vous êtes en opposition, réfléchissez si ce que vous pouvez faire une fois que vous entrez au pouvoir. Ne réfléchissez pas dans l'opposition, ne soyez pas dans l'opposition pour injurier. Mais réfléchissez si j'ai le pouvoir. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec ceux qui sont au pouvoir, je ne suis pas pour. Mais si une fois on a le pouvoir, qu'est-ce que je vais faire? Ne venez pas prendre dans l'exercice de l'État. Ne venez pas prendre dans le pouvoir. Dans le pouvoir, on n'apprend pas, on applique. Il n'y a pas question, donnez-nous le temps. Mutanda est entré, il n'a pas attendu le temps, il a commencé. Et ses effets sont palpables sur la vie. Peut-être que si on prenait un ministre de la majorité, il n'allait pas faire ça. Combien de ministres de la majorité qui ne se distinguent, s'ils ne se distinguent pas par les détournements, ils vont se distinguer par l'incapacité, ils vont se distinguer par la mauvaise conduite, ils vont se distinguer par le détournement ou des manques de valeur. Préparez-vous, aimez le pays. Nous rentrons encore chez Mutanda et on se retrouve après. D'où les différents jérémiades, les différentes plaintes, parfois les différentes tensions sociales observées au sein de notre société. Mais quels sont certains mots observés depuis que nous sommes ministres de la Justice? Vous avez, Excellence Monsieur le Président de la République, des spoliations des biens, des publics comme des privés, des maisons des paisibles citoyens, parfois qui sont spoliées de manière injuste et illégale. 90% des plaintes que nous recevons résultent des spoliations des maisons des particuliers. Vous avez des arrestations arbitraires. Excellence, Monsieur le Président de la République. Parfois qui ne respectent pas les normes,
les délais qui sont pourtant prescrits par nos lois et par la Constitution. Vous avez la surpopulation carcérale, où dans des prisons, des prisonniers sont entassés tels des sardines, et parfois certains en meurent par étouffement. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, des saisies intempestives des comptes et des avoirs, aussi bien des sociétés privées que publiques, et même des services publics. Vous avez, Excellence, Monsieur le Président de la République, également des mauvaises conditions de vie et de travail des différents acteurs de la justice. Lorsque les magistrats tombent malades, il est obligé parfois de fournir beaucoup d'efforts pour se faire soigner. Lorsqu'un magistrat meurt, ils sont obligés de se cotiser pour pouvoir enterrer l'un des leurs. Il n'y a pas de prime de brousse, d'où la plupart des magistrats et juges préfèrent se concentrer ici à Kinshasa et refusent d'aller à l'intérieur du pays. Et donc, dans la plupart des juridictions à l'intérieur du pays, il n'y a pas de juges. Il y a une insuffisance des magistrats. Et donc, la justice n'est pas bien dite à l'intérieur du pays. Mais cela est dû aussi aux mauvaises conditions de travail, aux mauvaises conditions de vie de ces magistrats, parfois qui prennent d'énormes risques pour ceux qui acceptent, Excellence, Monsieur le Président de la République. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. C'est tout ça qui fait que notre justice soit malade. C'est tous ces mots compilés. Mais que faire pour pouvoir en guérir, Excellence, Monsieur le Président de la République? Mais il faut discuter, il faut un cadre pour échanger. Oui, c'est tout ça qui fait que la justice soit malade, mais beaucoup plus notre conscience. Beaucoup plus notre conscience. Il a parlé de primes de brousse. Vous voyez déjà, par le terme de prime de brousse, c'est un terme qui fait que les gens ne soient pas motivés. La République démocratique du Congo est une et indivisible. Si le pays était bien organisé, si le pays était vraiment bien contrôlé, on n'allait pas parler de primes de brousse. C'est-à-dire quoi? Les gens qui sont à Kinshasa aujourd'hui ont d'abord la facilité d'avoir cet argent, même si on paye. Ils ont la facilité d'aller dans ces instances. Et ceux qui sont en arrière-pays, c'est difficile. Pour eux, le mois un mois, c'est plus de 30 jours. Mais si ces choses étaient régulées de façon normale, on ne parlera pas de primes de brousse. Parce qu'il n'y a pas des universitaires de brousse et des universitaires de ville. Il n'y a pas des enseignants de ville et des enseignants de brousse. C'est aussi de l'injustice. C'est aussi de l'injustice. Il y a l'argent ici qu'on donne aux enseignants des écoles primaires parce qu'ils parlent, ce sont des enseignants de la gratuité. Et d'autres enseignants n'ont pas cette prime-là. C'est de l'injustice. C'est de l'injustice. L'injustice est à tous les niveaux. J'ai parlé de l'inaccessibilité, excusez-moi, pour les nombreux Congolais. L'accès à la justice reste un luxe, avec des barrières économiques et géographiques qui rendent difficile l'exercice de leurs droits. Le méfait du système judiciaire. Les conséquences de ces dysfonctionnements sont dramatiques. Le ministre vient de le dire. Mais à côté de tout ce que le ministre dit là, les enseignants, les magistrats se cotisent.
Oui, les magistrats ont un salaire élevé. Qu'on ne se trompe pas. Ils ont un salaire élevé par rapport même aux professeurs d'université. Quand vous parlez de magistrats, les professeurs d'université, et ils n'ont même pas l'argent pour se cotiser. Et quand ils se cotisent, ce sont des 10 000, 20 000 francs, 30 000 francs, 50 000 francs. Il est difficile à un professeur d'université de donner une cotisation de 50 $. Difficile. Une mère a petit fait. L'injustice. L'injustice. La justice élève une nation. Même cette justice, la façon même est de distribuer le salaire. Les députés ont plus de salaire que le reste de la République. Pourquoi? Et le magistrat suprême que vous êtes, le chef de l'État, vous devriez nous aider. Vous devriez nous aider. Vous aviez suivi, ce n'est pas pour comparer, vous aviez suivi le nouveau président du Gabon. Il a dit, mais vous là, les ingénieurs, vous avez, par exemple, un salaire de 15 millions de dollars, de francs congolais, de francs CFA. Et que l'huissier a 1 million ou 3 000 francs CFA. Le salaire désormais pour vous, ça sera 5 millions de francs CFA et que l'huissier peut arriver à 10 000 francs CFA ou 20 000 francs CFA ou 50 000 francs CFA. La justice distributive. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Vous voulez la justice, mais la répartition de biens de la justice ne sont pas équitables. La répartition de biens du pays ne sont pas équitables. Il y a encore un autre mal, l'impunité. L'impunité. Quand on parle de l'impunité, là, on ne voit pas le petit peuple. La faiblesse du système judiciaire a permis à de nombreux criminels de rester impunis, ce qui alimente un cycle de violence et d'injustice. Quelqu'un qui a volé, on dit qu'il a détourné. On a parlé d'un dossier ici, des lampadaires et des forages. Donc, M. Bakali, M. le ministre, l'ancien Kibota ou Dibota, est en prison. Mais après, hier, nous avions appris que Nicolas Kazadi a été lavé, disculpé. Il a été disculpé avant même le procès. Le procès a commencé la semaine passée. Et comme témoin qui devrait partir, témoigner comment sortait, l'argent sortait, comment le paiement se faisait, comment le procès était, comment on avait gagné le marché, lui, il a été disculpé, en quelque sorte blanchi. Alors, qui va témoigner? Et après avoir témoigné là, après avoir été disculpé, vous apprendrez que Nicolas Kazadi va prendre un poste, un grand poste. Peut-être il va remplacer Alinguet, avec qui il était en train de chamailler. C'est ça la justice que nous voulons. C'est ça la justice. Vous aviez eu le cas de Vital Kamerhe. On l'avait même condamné 20 ans. Il ne fera plus la politique. Les arrêts de justice sont irrévocables. Il a été condamné. Quelque temps après, liberté provisoire. Après la liberté provisoire, et voilà. Maintenant, il a été d'abord blanchi par le président de la République, puis blanchi par la justice. Et aujourd'hui, il a repris la politique et jusqu'à prendre la plus haute fonction politique de la République. Quel type de justice? Les États généraux vont nous ramener à une justice équitable. Les États généraux vont nous ramener à une conscience normale. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. L'impunité. Il y a aussi des violations des droits de l'homme. Le manque de protection juridique a conduit à des violations systématiques des droits fondamentaux
des citoyens, y compris des détentions arbitraires. Le ministre vient de parler. Des abus en détention. Nous avons un dossier. Les abus en détention. On parle d'un dossier de Jacques Ndala avec Denise Dessaucho, avec l'ANER. Jusque-là, nous attendons que la population, qu'on nous puisse nous fixer. Est-ce qu'il y a eu des abus pendant la détention? Et s'il y avait des abus, est-ce que la population va croire encore à notre justice, va croire encore à notre service de renseignement? Qu'est-ce qui engendre tout ça? C'est la perte de confiance. La méfiance envers les institutions judiciaires est grandissante, ce qui nuit à la cohésion sociale et à la stabilité du pays. À l'état actuel de la justice en RD Congo, aujourd'hui le système judiciaire en RD Congo fait face à de nombreux défis, malgré quelques avancées, comme venait de dire le ministre, comme la mise en place de certaines réformes et la création d'instances spécialisées pour traiter des cas de corruption. La situation reste préoccupante. Les tribunaux sont souvent saturés. Les délais de jugement sont longs et la corruption continue de gangréner le système. Qu'est-ce que nous devons faire comme perspective? Pour envisager un avenir meilleur pour la justice en elle, plusieurs pistes peuvent être explorées. Le renforcement des institutions judiciaires. Par renforcement des institutions judiciaires, nous attendons quoi? Le bon paiement de magistrats, le bon paiement des juges, la mobilité. Mais je voudrais un peu parler de cette mobilité. C'est seulement en République démocratique du Congo où chaque gouvernement doit avoir de nouveaux véhicules, de nouvelles voitures pour les ministres. Quand ils achètent, nous achetons ces véhicules-là, c'est pour le ministre. Dans quel pays, même aux États-Unis, il y a des véhicules, dans la société où je travaille, il y a des véhicules qui sont là depuis 2000 ou 1900, mais qui continuent à servir la société jusqu'à aujourd'hui. Chez nous, c'est chaque magistrature, chaque mandat, c'est chaque gouvernement qu'on doit acheter un véhicule pour le ministre, qu'on doit acheter un véhicule pour le secrétaire général, qu'on doit acheter un véhicule pour le président du Conseil supérieur de la magistrature, président de la haute cour, tout ça, chaque fois. Et même dans des hôpitaux, chaque fois qu'on doit acheter un véhicule pour les médecins directeurs, chaque fois qu'on doit acheter un véhicule pour le général, pour tout ça, ce sont des véhicules de l'État. Et il n'y a personne qui suit. C'est toujours à Kinshasa qu'on change le véhicule, alors que dans l'arrière-pays, il y a des villes, comme j'ai parlé du Nongo, j'ai parlé de Penzoa, j'ai parlé de Kir, où ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils ont vu un véhicule de l'État. Même pas une moto. Il faut renforcer les institutions judiciaires. On a préféré donner de l'argent aux membres des partis politiques, comme quoi il y a eu les histoires de PDL, Programme de développement local. Et ces programmes, tous ceux qui ont pris cet argent ne sont jamais contrôlés, ne sont jamais inquiétés. Mais dès lors, aujourd'hui, on félicite les prêtres, on a donné aux prêtres, on a donné aux protestants qui ont construit quelque chose. Et tout ça, c'est l'injustice, les mots qui rongent notre justice. Renforcement des institutions judiciaires. Comment voulez-vous qu'un magistrat qui est à Inongo, un juge qui est à Inongo, il n'y a même pas de bureau. Ils vont dire le droit où? Sous les arbres. Il n'y a même pas de chaises, il n'y a même pas de salle d'audience. Et comment ce droit va se dire? Ça dépendra de l'intention, ça dépendra de la volonté ou des humeurs des juges ou du magistrat.
Les avocats, ne parlons même pas. Il n'y a pas un barème, il n'y a pas un tarif pour un avocat. Les avocats donnent des tarifs selon les humeurs. Il peut te dire, non, pour que je fasse ces dossiers, il faut mon transport. Il n'y a pas de collation d'avocats. C'est le malade, c'est l'accusé, c'est le plaignant qui doit supporter le transport de l'avocat. Et chaque jour avant que l'avocat puisse aller se déplacer, l'avocat doit avoir d'abord son transport. Si vous ne versez pas le transport, l'avocat ne sera pas à l'audience. Et si vous ne faites pas ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Et si l'avocat arrive là, non, confrère, nous n'avions pas reçu votre lettre, nous n'avions pas reçu votre... Et ça, nous reportons. Entre-temps, celui qui a pris la parcelle d'un désœuvré, la parcelle d'un domini, continue les constructions. Et si ces désœuvrés-là partent là-bas pour détruire, non, la destruction méchante. Où est la justice? Les gens commencent à se faire justice. Les gens commencent à se faire justice. J'avais vu chez moi quelqu'un qui a tué la maman d'un autre. Et quand la personne a été arrêtée, on l'a mis en prison. Arrivé là-bas, les gens qui passaient là-bas ont vu que celui qui avait tué leur maman était vraiment à l'aise. Il n'était pas inquiété, il causait, il riait. Et quand on a reporté son état dans la famille qui avait perdu la maman, un de leurs a suivi le monsieur là-bas en prison et l'a tué. Quand on va en justice, c'est pour se protéger. Quand on va en justice, c'est pour chercher qu'on soit rétabli dans ses droits. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Les États généraux, c'est bien. Mais est-ce que c'est ce que nous faisons? Il est crucial d'investir dans la formation et le recrutement des personnels judiciaires compétents et intègres. Les magistrats qui passent des tests, il y a encore une corruption. Il y a la corruption partout. Nous voulons renouveler la classe de magistrats, nous voulons renouveler avoir des jeunes magistrats. Mais vous faites passer les tests, il y a des méfaits criés, mais vous gardez ces gens qui n'ont pas mérité. Croyez-vous que... Parce que être un magistrat, être un juge, être un avocat, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une petite chose, peut-être. Il y a ceux qui se glorifient d'être avocat ou quoi. Mettre la toge, oui. Mais ce n'est pas la toge qui fait le droit. C'est l'intelligence. Est-ce que ces magistrats-là sont bien formés? Est-ce que ces avocats-là sont sortis des bonnes écoles? Et si vous attendez à avoir des bonnes écoles, des bons avocats, des bons magistrats, des bons juges, dès lors que son professeur croupisse dans la misère, croyez-vous que le professeur qui croupit dans la misère va donner son secret à celui qui va l'appeler malheureux? C'est ainsi que vous voyez, il y a des avocats qui arrivent dans des procès, ils ne savent pas où suivre et ils se contentent là, conjointement avec. Et vous voyez parfois dans un procès où un accusé a 7, 8 avocats, mais il y a seulement un qui parle. Les autres sont là que pour chercher de l'argent. Et surtout, si l'accusé a des moyens, les gens qui ne savent même pas, qui ne savent même pas formuler des phrases, mais qui sont des avocats. Voilà pourquoi nous demandons, il faut que des personnels judiciaires compétents et intègres. Ce ne sont pas des personnels qui sont là pour chercher à abuser sur les plaignants.
Tu n'as pas de moyens. Bon, pour ton dossier, et alors, je suis un peu occupé qu'on se retrouve sur victoire. Est-ce que le tribunal se menace sur victoire? Amène-moi ton dossier dans tel coin. Si c'est une femme, amène-moi le dossier dans tel coin. Est-ce que c'est comme ça qu'on va gérer? Et il va faire quoi? Il ne va rien faire. Il va seulement abuser de la femme, coucher avec la femme. Mais il n'a rien fait. Et cette femme-là va même perdre le procès. Elle a perdu le procès. Elle a perdu son identité. Parce que celui qui avait son dossier était incompétent et ne pouvait pas défendre les dossiers, mais voyait plus le sexe. Il faut qu'on forme les magistrats. Il faut qu'on forme les avocats. Mais pour bien former les avocats et les magistrats, il faut bien payer les enseignants. Il faut mobiliser des moyens pour que l'éducation aille de l'avant. Parce que s'il n'y a pas d'éducation, on n'aura pas une bonne justice. Vous pouvez construire des buildings, vous pouvez construire des immeubles. Mais si la tête est vide, on ne va pas élever notre justice. Nous devons sensibiliser. Éducation, nous devons sensibiliser. La population doit être informée de ses droits et de l'importance de l'état de droit pour promouvoir une culture de justice. Il faut avoir des partenariats avec la société civile, impliquer les ONG et les organisations de défense des droits de l'homme dans le processus judiciaire. Cela peut contribuer à la transparence et à la redevabilité. Parce que si vous prenez vous n'êtes coopéré pas avec la société civile. C'est la société civile qui vit avec les plaignants, qui vit avec les accusés. Ils vous diront que voilà et voilà ce qui s'est passé. Le monsieur là, c'est un monsieur qu'il faut éradiquer. Il ne mérite pas d'être magistrat, il ne mérite pas d'être juge, il ne mérite pas d'être avocat. Mais si vous n'écoutez pas les plaintes et les doléances de la société civile, vous croyez bien gérer parce que c'est là. Non, celui-là est du tel parti, celui-là est de l'opposition, celui-là est du pouvoir, du parti au pouvoir. Voilà. Nous n'arriverons pas à éradiquer ces fléaux de la justice à double vitesse. Cherchez des coopérations. La RD Congo peut bénéficier d'une collaboration avec des institutions internationales pour le renforcement des capacités et la mise en œuvre des réformes. Il y a une histoire qui se passe très souvent. Les saisies des comptes. Un individu qui vient, par exemple, déposer ou livrer c'est comment on peut appeler ça? Il a livré la marchandise à une société publique ou une société privée. Au lieu de chercher dans l'amiable, il va bloquer les comptes. Et ça, c'est vraiment un problème courant chez nous au Congo. Il va bloquer des comptes. Et en bloquant des comptes, il va pénaliser non seulement la société, mais aussi les employés. Je me souviens une fois, on était à l'hôtel de ville et les comptes de l'hôtel de ville, tous les comptes de l'hôtel de ville étaient bloqués. Et ça a fait quoi? Ça a occasionné les impayements. Et il fallait attendre le procès pour qu'on puisse déceler ces comptes. Et il y a même quelqu'un qui vient, vous prenez les gens de la DGI qui passent pour un simple papier ou un problème, quoi, ils ferment la boutique, ils ferment le magasin. Tout ça pour influencer que la personne là vienne lui déposer de l'argent. Même s'il a des documents, il y a même ceux qui disent, ceux qui n'arrivent, qui disent que non, celui-là il n'est plus là. Mais il n'est plus là, mais moi je garde les dossiers, les documents de la DGI. La justice des impunités, la justice des forces, la justice des bourreaux.
Pour conclure notre émission, je voudrais quand même vous donner quelques recommandations. Il faut élaborer un plan d'action clair pour la mise en œuvre des réformes judiciaires. Et j'espère que les États généraux vont élaborer des plans clairs, mais avec des échéances précises et des indicateurs de suivi. Alors, nous voulons quand même vous dire que il faut promouvoir la transparence dans les procédures judiciaires et mettre en place des mécanismes de contrôle de la corruption. J'ai suivi là le président qui disait ils vont instaurer une brigade de contrôle des détournements. Brigade de contrôle. Alors que l'inspection générale des finances a fait leur brigade a priori et a posteriori. Mais est-ce que tout ce que l'IGF dépose comme plainte au niveau de la justice sont exploités? Nous voulons beaucoup plus de termes, nous voulons beaucoup plus créer des entreprises, des postes. Mais nous ne faisons pas le suivi de ce que nous créons. Nous devons aussi faciliter l'accès à la justice pour la population vulnérable, notamment par la création de tribunaux mobiles et l'octroi d'une aide judiciaire. Nous devons renforcer le mécanisme de protection des droits de l'homme pour garantir la sécurité des acteurs judiciaires et de plaignants. Chers amis de l'aide des enseignants, merci d'avoir suivi notre émission sur les états généraux de la justice en République démocratique du Congo. La route vers une justice équitable et accessible est semée d'embûches, mais une volonté politique forte est possible d'espérer un avenir meilleur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour d'autres analyses et discussions sur des sujets d'actualité. Nous vous disons merci et encore une fois merci. Et avant de quitter, priez de partager cette émission à 4 ou 5 de vos amis. Nous allons nous revoir si Jésus ne revenait pas bientôt. Que vive la République démocratique du Congo et que l'enseignant soit valorisé. Je vous remercie.